J'aurais bien aimé vous proposer de faire une sieste, mais on m'a demandé de vous parler des troubles du sommeil, donc il va falloir endurer encore un petit peu. Donc, je suis Stéphanie Mazat, je suis neuropsychologue et enseignant-chercheur à l'INSPE et au Centre de neurosciences de Lyon. Donc, moi, ma spécialité, c'est le sommeil. Et donc, on m'a demandé d'essayer de regarder un petit peu la littérature scientifique sur le lien entre sommeil et troubles de la coordination, mais également de faire le lien avec leurs plaintes très fréquentes de vigilance et de fatigue. Donc simplement pour commencer, je vous redonne quelques indications sur les besoins physiologiques de sommeil en fonction de l'âge. Et on a énormément de données dans la littérature pour nous faire entendre que les enfants, s'ils souhaitent fonctionner correctement d'un point de vue physique et d'un point de vue cognitif, ont besoin, lorsqu'ils ont entre 6 et 14 ans, de 9 à 11 heures de sommeil chaque nuit, c'est-à-dire la semaine et le week-end. Donc la mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas compenser une dette de sommeil que vous auriez eue la semaine en dormant plus le week-end, et vous ne pouvez pas accumuler du sommeil le week-end en prévision d'une semaine qui serait plus difficile. Donc c'est vraiment la stabilité du rythme qui va être important. L'adolescent a encore besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit, et les données que je vais vous montrer concernent des adolescents, et vous allez voir là où nous en sommes à l'heure actuelle du sommeil de nos ados, on a vraiment des privations chroniques très importantes, et les enfants qui souffrent de troubles du développement vont présenter des plaintes de sommeil et des troubles du sommeil encore plus importants que les enfants avec des développements neurotypiques. On considère que dans la population générale, les enfants et les adolescents auraient environ 30% des troubles du sommeil. On considère que quand on regarde les TND de manière globale, on serait plutôt aux alentours de 30 à 80%. Vous voyez que l'empan est extrêmement large parce qu'en fonction du trouble, on n'a pas les mêmes proportions à avoir un sommeil de mauvaise qualité. Et c'est surtout les enfants qui présentent des troubles du spectre de l'autisme qui présentent le plus de troubles du sommeil. Et on a énormément de recherches à l'heure actuelle qui se font dans cette population. On a beaucoup moins de recherches qui se font sur les dyslexies ou encore sur les TDC. En tout cas, quand on regarde ce qui se fait en termes de prise en charge des troubles du sommeil chez les enfants qui présentent des TSA, on se rend compte que l'amélioration de leur sommeil améliore leurs troubles diurnes, mais que l'amélioration de leur sommeil améliore également le fonctionnement de la famille globalement. C'est-à-dire qu'un parent qui dort mieux, c'est un parent qui gère également mieux les troubles de son enfant ou de son adolescent. Donc je voudrais juste vous redonner quelques informations concernant le sommeil de manière générale. Il faut savoir que les troubles du sommeil peuvent prendre différentes formes. C'est-à-dire que quand on recherche un trouble du sommeil, on va s'intéresser à des troubles de l'endormissement. On va calculer ce qu'on appelle une latence avant de réussir à s'endormir, ou de réendormissement, parce que je vais vous montrer qu'en fait on se réveille spontanément toutes les 90 minutes au cours de la nuit, et donc il faut avoir la capacité de se réendormir vite. On peut regarder également les réveils précoces, c'est-à-dire qu'on peut avoir des troubles du sommeil qui vont s'exprimer par des difficultés à maintenir le sommeil le matin avec des enfants qui vont se réveiller avant l'heure souhaitée de réveil. On peut avoir également des réveils nocturnes, donc des enfants qui vont se réveiller plus souvent pendant la nuit, et également une mauvaise qualité globale de sommeil, c'est-à-dire des enfants qui dorment le volume souhaité, mais qui finalement le matin se trouvent fatigués parce que la qualité du sommeil n'a pas été suffisante. Alors on sait qu'il existe des facteurs aggravants par rapport à ces troubles du sommeil. En numéro 1, le stress et l'anxiété. Vous allez du coup faire le lien avec ce que présentent comme autres plaintes les enfants et les ados qui ont des troubles développementaux de la coordination. On a également la lumière bleue en soirée, donc l'usage des écrans va impacter la qualité du sommeil. On repense encore à ces enfants dyspraxiques qui vont parfois utiliser plus de supports numériques pour faire leurs devoirs le soir. On a également un facteur aggravant qui est l'activité physique, et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on fait trop d'activité physique en soirée, on peut perturber le sommeil, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que le manque d'activité physique en journée peut induire des perturbations du sommeil. Donc quand on a des enfants ou des ados qui sont fatigués parce qu'ils doivent gérer plein de problématiques en lien avec leurs troubles du développement, on peut avoir des enfants qui bougent moins physiquement, qui sont plus sédentaires, et ça peut majorer les troubles du sommeil. Et on a des facteurs environnementaux, le bruit, la chaleur, la lumière, et également les horaires irréguliers.
Bien entendu, ces troubles du sommeil n'ont pas qu'un impact sur le sommeil, ils vont avoir un impact sur le fonctionnement global, puisqu'on va avoir des troubles cognitifs associés à ces troubles du sommeil, donc des difficultés de mémorisation, des troubles de l'attention et de la vigilance, des troubles du comportement et souvent de l'hyperactivité. Alors souvent chez l'enfant, un enfant en manque de sommeil, c'est souvent un enfant qui va être plutôt hyperactif, alors que l'adulte en manque de sommeil, c'est plutôt un comportement léthargique. Donc on n'a pas exactement la même expression de ce manque de sommeil. On va avoir également un impact sur la gestion des émotions, puisque le manque de sommeil va créer de l'anxiété et c'est une porte ouverte aux symptômes dépressifs. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue encore pour l'activité physique, puisque si vous êtes en manque de sommeil, vous allez réduire votre activité physique, vous allez ressentir plus de fatigue et vous avez également une augmentation de votre ressenti douloureux. C'est-à-dire qu'à douleur identique, vous percevez la douleur comme étant plus forte quand vous êtes en manque de sommeil. Je vous reparle un peu du fonctionnement du sommeil pour que vous puissiez faire le lien avec les troubles développementaux. Le sommeil va être guidé par deux processus. Le premier processus, c'est ce qu'on appelle le processus circadien et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le processus homéostasique. Le processus circadien, c'est qu'en fait, on a un donneur de temps dans notre cerveau qui va nous donner les moments préférentiels pour être endormi et les moments préférentiels pour être éveillé. Cette horloge biologique, elle se trouve dans un noyau juste au-dessus de votre chiasma optique. Ça s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Ces donneurs de temps vont donner le rythme à l'ensemble de vos organes et c'est un rythme qui va tourner sur 24 heures. Ce que j'ai représenté ici, c'est votre température interne, votre température corporelle. Votre température corporelle, elle fluctue entre 36 et 38 degrés et sa fluctuation est très reproductible 24 heures par 24 heures. Là, on est pas mal du tout puisque vous voyez qu'aux alentours de 17 heures, on est sur la pente très haute de notre température corporelle et ça se traduit par un niveau de vigilance assez bon. Alors vu comme ça se voit pas bien. Mais j'imagine que dans vos têtes, il se passe plein de choses pour aller dans le sens de cette diapositive. Puis après ça, la température baisse. On va avoir un niveau le plus bas vers 3 heures du matin, puis cette température remonte en matinée et redescend une nouvelle fois en début d'après-midi. Donc il faut savoir que nous sommes programmés pour dormir sur les pentes descendantes de notre température corporelle et nous sommes humains programmés pour dormir préférentiellement la nuit, et en tout début d'après-midi, que vous ayez pris un déjeuner ou non. Ça n'est pas lié à la prise de votre repas. Donc on a ce fameux donneur de temps, et ce donneur de temps, il va permettre l'expression d'une neurohormone dont vous avez entendu parler, qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine va nous aider à cadrer le meilleur moment pour dormir. Cette mélatonine va être sécrétée principalement en soirée, pic de sécrétion de mélatonine 3 heures du matin, puis après ça, cette mélatonine va être réduite quasiment à néant dans la journée. Il faut savoir que cette mélatonine est également sensible à la présence de lumière bleue. Si votre mélatonine commence à être sécrétée puisque notre horloge interne l'informe du fait que la soirée arrive, mais que vous êtes devant un écran qui produit beaucoup de lumière bleue, cette mélatonine va cesser d'être sécrétée et on va présenter des troubles de l'endormissement à cause de cela. Deuxième processus, le processus homéostasique, tout simplement, qui traduit le fait que pour dormir, il faut avoir été actif. On imagine ici un graphique qui représente notre pression de sommeil. Si vous vous levez spontanément parce que vous n'avez plus sommeil, admettons que vous êtes un adulte bien reposé, à 7 heures du matin, c'est votre horaire, vous vous levez spontanément, vous vous réveillez parce que votre pression de sommeil est quasi nulle. Plus vous allez rester éveillé, plus cette pression de sommeil va s'accumuler et arrive un niveau suffisamment haut de pression de sommeil qui va induire le sommeil dans votre organisme. Et plus vous allez dormir, plus cette pression va baisser et de nouveau, vous allez vous réveiller parce que vous n'aurez plus sommeil. Alors, c'est quoi cette pression de sommeil ? C'est tout simplement parce que lorsque vous êtes actif, physiquement et cognitivement, vos neurones très actifs vont produire une molécule qu'on appelle de l'adénosine et cette adénosine, c'est votre somnifère. Plus vous allez produire de l'adénosine, plus vous allez avoir de chances de vous endormir à l'heure souhaitée. Donc plus on a été actif, plus on a de chances de s'endormir correctement. Je vous laisse mettre ça encore en perspective. Si on est fatigué et qu'on bouge moins, inévitablement, on va avoir envie d'aller se coucher
mais on n'arrivera pas à dormir parce que justement, on n'a pas produit suffisamment ce somnifère naturel dans notre organisme. La qualité du sommeil est aussi importante, puisque le sommeil, ce n'est pas un phénomène on-off, où je suis soit très éveillée avec un cerveau archi-actif comme le vôtre actuellement, soit parfaitement endormi avec un cerveau qui produit des ondes lentes. Il y a toute une gradation de l'activité cérébrale. On va passer d'un sommeil lent léger, où le cerveau est encore actif et où vous êtes capable de vous réveiller facilement, à un cerveau qui dort profondément, c'est le cas du sommeil lent profond, où votre cerveau fait de grandes ondes lentes, ce qui va vous permettre d'éliminer l'adénosine, de produire de l'hormone de croissance, de proliférer votre système immunitaire, de stocker des informations en mémoire. Et arrive le sommeil paradoxal, dernier stade de sommeil, où tout se réactive dans votre cerveau pour vous permettre notamment de fixer vos souvenirs et de rêver. Lorsque vous avez fait tous ces cycles de sommeil, vous dormez depuis 90 minutes. Donc ça veut dire que toutes les nuits, vous allez refaire ce train de sommeil en alternant du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Et ce qui est important de savoir, c'est que toutes les 90 minutes, vous vous réveillez, vous avez une sentinelle qui vient vérifier que tout va bien chez vous pour vous permettre de repartir sur un nouveau cycle de sommeil. Donc cette sentinelle, elle va venir percevoir si vous avez faim, soif, envie de faire pipi, mal quelque part, si vous n'avez pas un peu des soucis, si vous ne vous posez pas de questions sur votre capacité à être performant à l'école le lendemain. Et tout cela va faire que soit vous ne captez rien et vous vous rendormez, soit vous captez quelque chose et vous allez rester réveillé une bonne partie de votre nuit. D'accord ? Donc je vous dis ça pour vous expliquer après ce qu'on va trouver chez les enfants qui présentent un TDC. Donc déjà, il y a très très peu d'études scientifiques qui sont faites chez ces enfants concernant le sommeil. La première étude, elle a été faite par Barnett en 2011. Barnett a dans un premier temps fait passer des questionnaires. Donc vous voyez que le groupe est quand même peu important. Il y avait 16 jeunes adolescents et 16 contrôles. Et il a fait passer un questionnaire de sommeil et il s'est rendu compte que les plaintes de sommeil étaient plus importantes chez les adolescents qui présentaient un TCD, dans le sens où c'était des adolescents qui, généralement, avaient plus de difficultés pour trouver le sommeil, ce qu'on appelle la résistance à l'endormissement. Ils présentaient également plus d'anxiété au coucher, ils avaient plus de parasomnie nocturne et ils étaient plus somnolents dans la journée. Qu'est-ce qu'on entend par parasomnie nocturne ? Ces adolescents présentaient généralement plus d'énurésie. Ce n'étaient pas des adolescents, je me trompe, d'études, c'était des jeunes enfants. Plus d'énurésie nocturne, donc de pipi au lit. Ils avaient plus tendance à la somniloquie, c'est-à-dire à parler pendant leur sommeil. Ils avaient plus de mouvements anormaux en lien avec le sommeil. Ils étaient plus somnambules. Ils grinçaient plus des dents, c'est le bruxisme. Et ils rapportaient plus de rêves plutôt anxiogènes. Donc les parasomnies sont plus fréquentes chez ces enfants. Quelques années plus tard, il produit une autre étude et cette fois-ci, il mesure le sommeil des enfants en utilisant des actimètres. Donc c'est ces petites montres qu'on porte au poignet et qui vont nous permettre de voir quelle est la qualité de notre sommeil. Ce sont des dispositifs médicaux. Les montres que vous avez à l'heure actuelle ne sont pas des dispositifs médicaux et leur fiabilité est complètement remise en question. Donc ne vous fiez pas aux montres que vous avez au poignet, elles donnent l'heure, c'est déjà vraiment génial. Ces dispositifs-là, en fait, vont nous permettre de voir l'activité du sujet, c'est tous les pics noirs que vous voyez ici, de voir également l'exposition à la lumière et va nous permettre de déterminer, vous voyez, des phases de sommeil de cette manière-là. Donc dans cette étude, qu'est-ce qu'ils ont pu montrer ? Donc cette fois-ci, ils avaient des groupes d'enfants et des groupes d'adolescents. Je vous montre les performances des adolescents, enfin les réponses à cet actimètre pour les adolescents. Vous voyez déjà que les adolescents dyspraxiques vont avoir tendance à vouloir se coucher plus tôt. Ils se mettent au lit plus tôt. Oui, ils sont fatigués, donc ils vont se coucher plus tôt. Par contre, ils s'endorment à la même heure. Donc ça veut dire qu'ils présentent plus de difficultés d'endormissement que les enfants neurotypiques. Ils vont aussi se lever plus tôt. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut imaginer que s'ils ont plus de mal à se préparer, il va falloir avancer l'heure de lever pour pouvoir se préparer. Ou alors, l'anxiété est tellement importante qu'ils vont avoir tendance à se lever plus tôt parce que leur sommeil ne permet pas d'être consolidé sur le petit matin. Et ils vont passer plus de temps éveillés
à partir du moment où ils se couchent jusqu'au moment où ils se lèvent. Donc là, vous voyez quand même que dans la nuit, on peut rester 112 minutes réveillé, même si vous ne le percevez pas consciemment. Ça compte la latence d'endormissement, tous les petits réveils qui vont se faire pendant la nuit et parfois le fait qu'on se lève trop tôt par rapport à notre sortie de nuit. Donc ces ados se lèvent plus tôt, ont des latences plus longues, surtout en semaine, moins en week-end, un temps éveillé au lit plus important et surtout ils scorent plus d'anxiété liée au sommeil avant de se coucher, ils s'estiment plus somnolents et plus fatigués. Et ce qui est intéressant, c'est que ces éléments-là sont corrélés aux paramètres de sommeil. Donc il semble vraiment que ce soit l'anxiété et la fatigue diurne qui expliquent leur différence de sommeil par rapport au sujet contrôle. Ils ont fait un groupe similaire d'enfants de 7 à 11 ans. Ils n'ont pas trouvé de différence avec le groupe contrôle. Donc je ne peux pas conclure sur des si petits groupes, mais peut-être que l'anxiété est moins présente chez ces enfants. On peut faire aussi des polysomnographies. Je vous ai mis cette illustration parce que souvent les enfants ont très peur de venir faire des enregistrements de sommeil à l'hôpital. Donc on a fait une bande dessinée pour leur expliquer ce que c'était que la polysomnographie. Donc là on leur colle des électrodes sur la tête puis sur le corps pour véritablement regarder les stades de sommeil que je vous ai présentés tout à l'heure. Dans cette étude qui a été faite par Esposito, ils ont enregistré encore une fois des enfants qui présentaient des troubles développementaux de la coordination puis des sujets on va dire neurotypiques et ils observent des modifications en termes de sommeil avec une réduction du temps de sommeil chez les enfants qui présentent des troubles de la coordination. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde les différents stades de sommeil, ils font moins de sommeil paradoxal. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire moins de sommeil paradoxal est corrélé aux performances motrices qu'ils ont au MABC. Le sommeil paradoxal est extrêmement important pour consolider les apprentissages qui passent par les habilités motrices. Donc peut-être que ce sommeil paradoxal manquant va ajouter quelque part aux troubles diurnes qu'ils peuvent avoir. Donc si je reprends toutes ces plaintes de sommeil, temps de sommeil réduit, difficulté d'endormissement, lever précoce, moins de sommeil, du sommeil lent profond plus instable, moins de sommeil paradoxal, plus de parasomnie, corrélé aux performances motrices, plus de symptômes de fatigue et de somnolence, plus d'anxiété. Ben en fait, on va voir que tout peut s'expliquer en cercle vicieux, puisque l'anxiété peut favoriser certains de ces paramètres. Quand on est anxieux, on a plus de temps pour s'endormir. Quand on est anxieux, on peut se lever plus tôt le matin. Quand on est anxieux, notre sommeil est plus fragmenté. Quand on est anxieux, on a plus de parasomnie. Mais quand on est fatigué ou qu'on présente de la somnolence, on peut aussi majorer ces éléments de sommeil. On peut effectivement avoir un lien entre plus de fatigue, moins d'activité physique. Si on a moins d'activité physique, on a moins de pression de sommeil, c'est le graphique que je vous ai montré. Si on a moins de pression de sommeil, notre sommeil va changer, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de difficultés à s'endormir, on va se lever plus tôt le matin, le sommeil lent profond sera plus fragmenté et on peut avoir une majoration de ces troubles. Donc on se trouve véritablement dans un cercle vicieux où on va avoir le trouble développemental de la coordination au centre, qui va produire de la fatigue, qui va produire des troubles du sommeil, qui va produire de l'anxiété, et tout cela s'auto-alimente dans un cercle. D'où l'importance de pouvoir agir sur les troubles du sommeil chez ces enfants. Et je vous remercie de m'avoir invité pour parler de sommeil, parce qu'on parle très rarement de sommeil dans les institutions pédiatriques. Il faut savoir que les parents parlent très peu du sommeil de leurs enfants quand ils vont voir leur médecin généraliste ou leur pédiatre, et que les médecins généralistes et les pédiatres posent très peu de questions concernant le sommeil. Juste pour terminer, on a mis en place une mallette pédagogique à l'école pour apprendre aux enfants à mieux dormir, et le simple fait de leur expliquer à quoi ça sert de dormir et pourquoi c'est important de dormir est suffisant pour augmenter significativement leur temps de sommeil. Donc on les a enregistrés par actimétrie, on a donné la mallette pédagogique à faire en classe et on augmente significativement leur temps de sommeil, et on voit des effets qui perdurent 1 an après chez ces enfants, tout venant, école élémentaire, cycle 2-3, donc c'est des enfants de CE2 dans cette étude.
Je vous remercie pour votre attention, pour vous dire qu'avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale, on a fait une brochure qui recense tous les éléments qui mettent en lien le sommeil et les performances académiques. Elle est gratuite et elle est à votre disposition sur Internet. Merci beaucoup.